Bonjour, dans cette vidéo, on va prendre le sous-espace vectoriel f. Donc on a x, y, z, t qui sont des réels, donc on est sous-espace vectoriel de R puissance 4, de R4. Et les conditions, c'est qu'on a x plus y plus z égale 0 et 2x plus y plus z moins t égale 0. Alors, là, je vous dis que c'est un sous-espace vectoriel de R4, mais ça aurait pu être une question précédente, montrer que f est un sous-espace vectoriel de R4. Et bien on va le faire en plus, ça fera un petit bonus. Pour montrer que un ensemble comme ça, c'est un sous-espace vectoriel, il faut qu'on montre trois choses. Que l'élément nul appartient, donc il est non vide, qu'il est stable par addition, c'est-à-dire qu'on prend deux éléments dans l'ensemble, est-ce que la somme des deux est bien toujours dans l'ensemble, et qu'il est stable par produit, c'est-à-dire par scalaire, c'est-à-dire qu'on va prendre un scalaire dans R, ici qu'on pose dans R, donc on va prendre un réel, on peut l'appeler lambda, et un élément U, un vecteur U qui est dans F. Est-ce que lambda fois U est aussi dans F? Il faut qu'on regarde ces trois choses-là. Alors le premier, c'est généralement très simple. On va prendre le vecteur nul. 0, 0, 0, 0. Comme on est dans R4, il y a 4 coordonnées. Est-ce qu'il vérifie bien les deux équations qu'on a là? Bon, pour la première, ça nous fait 0 plus 0 plus 0 égale 0. Ça fonctionne très bien. Et pour la deuxième, ça fait 2 fois 0 plus 0 plus 0 moins 0. Ça fait bien 0. Les deux sont vérifiés. Ce qui veut dire que l'élément nul, le vecteur nul, appartient à f. Donc, il est non vide. Ensuite, pour la stabilité par addition, on va prendre deux vecteurs. Vecteur U, on va dire donc x, y, z, t, et un vecteur v, on va appeler x', y', z' et t'. Tous les deux, ils sont dans f. Ce qui veut dire qu'ils vérifient tous les deux ces équations-là. Donc on va avoir x plus y plus z égale 0, x' plus y' plus z' égale 0, et puis on aura aussi 2x plus y plus z moins t égale 0 et 2x' plus y' plus z' moins t' égale 0. Nous, ce qu'on veut faire, c'est la somme u plus v. Et bien, si on fait la somme, qu'on ajoute nos deux vecteurs, on va ajouter les deux premières équations. C'est plutôt en ligne qu'on les ajoutait. Les deux qui correspondent à la même condition. Quand on les ajoute, on va avoir x plus x'. Après, si on fait vraiment le truc en détail, ça fait x plus y plus z plus x' plus y' plus z' égale à 0 plus 0, donc égale à 0. Et puis là, ce qu'on peut faire, c'est regrouper x plus x' plus y plus y' plus z plus z'. Tout ça égale à 0. Et ce x plus x', y plus y', z plus z', en fait, c'est notre vecteur u plus v. Parce que le vecteur u plus v, lui, c'est x plus x', y plus y', z plus z'. Et, il nous manque t plus t'. Ici, dans la première équation, on n'en a pas du t. Et donc, notre vecteur u plus v, il appartient bien à f, puisqu'il correspond exactement à première coordonnée, plus deuxième, plus troisième, égale 0. Il faudrait faire la même chose pour le deuxième, je pense que vous avez compris l'idée, on ne va pas le faire. Là, on ajoute les deux équations, et on les écrit sous la forme 2 fois x plus x', plus y plus y', plus z plus z', moins t plus t'. C'est pas un carré d'ailleurs, ici c'est un prime, égale 0, et donc on montre que u plus v, il est dans f. Ce qui veut dire que notre ensemble f, il est stable par addition. Il nous reste plus qu'à montrer qu'il est stable par multiplication. Et pour voir s'il est stable par multiplication, donc on va prendre un vecteur u qui est dans f, et puis on va prendre un scalaire, on va l'appeler lambda, qui est dans R, parce qu'on bosse dans R4, donc on prend un réel. On va regarder lambda u. Lambda u, ça fait donc lambda x, lambda y, lambda z et lambda t. Ensuite, on sait que u, il appartient à f, ce qui veut dire que x plus y plus z égale 0, et on a aussi 2x plus y plus z moins t égale 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par le scalaire. Donc on va faire lambda fois de chaque côté. J'aurais même pu le mettre au-dessus, ça ira plus vite. Lambda fois tout ça égale lambda fois 0, donc égale 0. Et puis là, on va mettre le lambda ici, donc et hop, le lambda ici. On a tout ça. Ce qui nous donne donc, le lambda, on peut le distribuer de manière classique, devant une parenthèse, bon, il n'y a pas de règle. Enfin, du moins, ici, il y a des règles et elles sont valables, on peut le distribuer. Donc on a lambda x plus lambda y plus lambda z égale 0, et à côté, on va avoir 2 lambda x plus lambda y plus lambda z moins lambda t égale 0. Et donc, on vient de prouver, en fait, on a exactement les équations du dessus, pour lambda fois le vecteur u. Ce qui veut dire que lambda fois u appartient à f. Donc notre f,
il est non vide puisqu'il contient l'élément nul, il est stable par addition et stable par multiplication par un scalaire, donc c'est un sous-espace vectoriel de R4. Maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déterminer une base de F. Une base, c'est-à-dire un ensemble de vecteurs qui permettent de représenter tout l'espace. F est défini par ces deux équations. Et donc nous, on va essayer de trouver des vecteurs qui permettent de définir, de représenter, si on veut, qui permettent de créer l'intégralité des objets qui sont dans cet espace-là, de recréer cet espace. L'idée pour faire ça, c'est d'exprimer en fait les inconnues les unes en fonction des autres, en faisant disparaître au fur et à mesure. Par exemple, sur le début, ici on en a 4, x, y, z, t, c'est qu'à la fin il y en ait 3, 2, enfin qu'il y en ait moins qu'au début. C'est ça l'idée. Et pour ça, déjà on peut mettre les deux équations peut-être en parallèle. Donc on a x plus y plus z égale 0, et on a 2x plus y plus z moins t égale 0. On se rend compte d'une chose, c'est que dans les deux équations, on a du y plus du z. Donc en combinant les deux, on risque de pouvoir faire disparaître y et z. Par exemple, si on fait dans l'équation 2, on va enlever l'équation 1. Comme ça, on fait disparaître x, y et z ici. Donc on va avoir, si on fait la deuxième moins la première, ça fait 2x moins 1x, il nous restera donc 1x, y moins y ça fait 0, z moins z ça fait 0, et on a moins t. Moins t égale 0, ce qui donne donc direct x égale t. Autrement dit, on va pouvoir remplacer x par t dans l'équation. Donc on a déjà exprimé, on a fait disparaître une inconnue. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est une sorte de système dans lequel on va exprimer tout ça. Chaque inconnu en fonction des autres. On a dit, t, on peut l'exprimer en fonction de x. Et bien nous, ce qu'on peut faire, c'est x, dire que x est égal à x. Ça, c'est pas très malin, mais en soi, c'est vrai. On voit aussi que t, il est égal à x. Donc déjà, on a tout le monde en fonction de x. Ensuite, pour le y, on peut dire que y, il est égal, avec la première équation, il est égal à moins x moins z. Donc y est égal à moins x moins z. Et on va avoir le z qui va être égal à moins x moins y. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trois inconnues différentes, encore x, y, z. Donc ça nous fera une base avec trois vecteurs au final. Sauf qu'on peut faire encore mieux parce que, regardez, si on oublie un peu ce qu'on vient de dire sur le z ici. Avant, on n'a que du x et du z partout. Z, on peut très bien dire que z est égal à z, et ce qui fait que là, on n'a plus que deux inconnus à la fin, donc on n'aura plus que deux vecteurs. En fait, l'idée, c'est de réduire au maximum la dimension, c'est d'avoir le moins de vecteurs possible. Parce que si on en garde 3, alors que là, on peut faire avec 2, si on en a 3, ça veut dire que la base, la famille qu'on va trouver, elle ne sera pas libre. Donc il y aura un vecteur qu'on pourra exprimer comme combinaison linéaire des deux autres, et donc il servira à rien, parce que ça veut dire qu'on peut le créer grâce aux deux autres. Là, normalement, on va avoir quelque chose de pas mal. On va le vérifier à la fin. Mais donc ici, on peut tirer deux vecteurs. On va les lire en colonne. On peut tirer le vecteur U. C'est les quantités de x. Donc on en a 1, moins 1, 0 et 1. 1, moins 1, 0 et 1. Et puis après, on va faire les quantités de z. On en a 0 en haut. En dessous, on en a moins 1. On en a 1. Et puis on en a 0. A priori, ce U et ce V, c'est une base de f. Alors ce U et ce V qu'on vient de trouver, il faut vérifier un truc, c'est qu'ils ne soient pas collinéaires. Parce que s'ils sont collinéaires, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ça veut dire qu'ils sont dépendants l'un de l'autre, et donc il y en a un des deux qui sert à rien. Ici, on voit vite qu'ils ne sont pas collinaires, c'est évident, parce que quand on a 1 sur le premier collinaire, ça veut dire que les coordonnées sont proportionnelles. Ben, si j'ai 1 ici, je peux multiplier par ce que je veux, je tomberai pas sur... Enfin, si je multiplie par 0, je tomberai sur 0, mais ça marche plus avec celui d'après. J'ai moins 1, si je multiplie par 0, je tombe pas sur moins 1. Donc c'est évident qu'ils ne sont pas collinéaires, et donc on va dire que la famille, on appelle ça une famille, la famille UV, on dit qu'elle est libre. On aurait un autre moyen de le vérifier si jamais on avait un doute ou plus de vecteurs, c'est simplement de regarder la combinaison linéaire. On prend des réels A et B, tels que A fois U plus B fois V égale 0, et si la seule solution de ce système-là, c'est A égale B égale 0, alors notre famille, elle est libre. Ça, juste pour voir quel système il faudrait résoudre, un vecteur, c'est ici on a 4 coordonnées, donc il faudrait décliner cette égalité sur les 4 coordonnées. Quand on prend les x, ça fait A fois 1, plus B fois 0, donc on a A fois 1 qui est égal à 0, puisqu'on a égal 0. Ensuite, on va faire les y, A fois moins 1, donc moins A, B fois moins 1, donc moins B, toujours égal 0. Ensuite, pour les z, A fois 0, donc ça fait 0. B fois 1, donc ça fait B égale 0. Et le dernier, pour les t, on a A fois 1, donc on a A, et B fois 0, donc on a A égale 0. On aurait tout ça. Évidemment, la première nous dit que A vaut 0, la troisième nous dit que B vaut 0. C'est donc la seule solution de notre système, A égale B égale 0, donc notre famille, elle est bien libre. Ensuite, comme ce U et ce V, a priori ça va être notre base, ils sont censés décrire
tout l'ensemble F. Donc c'est mieux s'ils appartiennent à F, on pourrait le vérifier. Est-ce que U et V appartiennent à F? Eh bien on va reprendre les deux équations de départ et remplacer x, y, z et t par les coordonnées qu'on a trouvées ici. Alors pour U, est-ce que ça marche? On va le faire juste à l'oral parce que c'est quand même assez facile. Ça nous fait donc 1, moins 1, donc on a 0, plus 0, eh bien ça fait bien 0, et puis le t on n'utilise même pas. 2 fois 1 ça fait 2, moins 1 donc on n'est plus qu'à 1, plus 0 on est toujours à 1, et moins 1 à la fin le t, donc ça fait bien 0. U appartient à F. Pour V, ça va être encore plus facile parce qu'on a juste y, z, moins 1 plus 1 ça fait bien 0, moins 1 plus 1 ça fait bien 0. Les deux appartiennent à F, ils sont non collinéaires, ce qui veut dire que ce qu'on va noter B, composé des deux vecteurs donc U et V, 0, moins 1, 1, 0, ça, c'est une base de F. Et ça, comment on pourrait l'interpréter ce résultat-là? Simplement, on va être capable de décrire l'intégralité de l'espace F grâce à ces deux vecteurs-là. Et donc on a réduit la dimension parce qu'à la base F, elle est en 4 dimensions, et un espace en 4 dimensions, avec cette particularité-là, on est capable de le décrire uniquement avec ces deux mouvements, parce qu'un vecteur c'est un mouvement, et bien uniquement avec deux déplacements, deux mouvements, on est capable de décrire notre espace en 4 dimensions. Et d'ailleurs, on pourrait rajouter quelque chose, puisqu'on est capable de décrire l'espace, cet espace en 4D, on est capable de l'écrire avec seulement deux mouvements, et bien ça nous permet de dire que la dimension de F, c'est simplement 2. Alors qu'à la base, comme il y a 4 inconnus, on aurait pu penser que la dimension c'était 4. Et bien non, parce qu'on n'a pas besoin de 4 dimensions pour le décrire intégralement, on n'a besoin que de 2. Et ça, on va pouvoir retrouver ce résultat d'une autre manière, en fait, avec le théorème du rang. Pour le théorème du rang, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une matrice A, qui est composée en fait de nos deux équations de départ. Donc, enfin les équations, les valeurs. Donc on a un x, un y, un z, 0t, 2x, un y, un z et moins un t. La question à se poser, c'est est-ce que ces deux lignes elles sont proportionnelles ou pas? C'est évident que non. Enfin, on passe pas de 0 à moins 1. C'est impossible. Proportionnel, c'est-à-dire en multipliant. On ne peut pas multiplier 0 par un truc pour tomber sur moins 1. Donc c'est évident qu'elles sont non proportionnelles. Et donc on peut en tirer que notre matrice elle est donc composée de deux lignes, ce qui veut dire que le rang qu'on note RG, le rang de notre matrice A, ça va être 2. Et on peut revenir à la dimension de F, la dimension de notre ensemble de départ. En fait, ça aussi, on peut le noter, c'est la dimension du noyau de la matrice, qu'on note ker A. On verra ça peut-être dans une autre vidéo, le ker, le noyau, ce que c'est. Et donc on le note comme ça, la dimension de F, c'est simplement égal à la dimension de l'espace dans lequel on est au départ, donc de R4, moins le rang de la matrice, moins RG de A. Dans R4, c'est évident que la dimension c'est 4, le rang de notre matrice c'est 2, 4 moins 2, ça nous fait 2. Et donc on retrouve que notre ensemble F, on est capable de le décrire, alors lui il est dans un espace en 4D, mais on est capable de le décrire avec seulement 2 dimensions. Voilà ce qu'on vient de trouver ici. Et donc, on en a terminé pour cette petite vidéo d'algèbre linéaire. Donc ça, c'est vraiment le grand classique en prépa. Si vous y allez en prépa, vous allez en bouffer dans tous les sens de l'algèbre linéaire. C'est pas très compliqué, c'est vraiment cool. Enfin, vous verrez surtout quand vous aurez l'école, à l'oral, vous êtes très content de tomber sur ce genre d'exo. Il n'y a pas trop à se casser la tête, il suffit de suivre la démarche et ça se fait vraiment très bien. On en a terminé, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes toujours là, pensez à me faire exploser la barre de pouce en l'air, ça fait ultra plaisir sous la vidéo. Vous pouvez mettre un petit commentaire pour me remercier, pour dire n'importe quoi, ça fait super plaisir de vous lire aussi. Et pensez à vous abonner à la chaîne, il y a beaucoup de monde qui regarde mes vidéos pas abonnés, ça coûte rien, ça m'encourage, ça fait ultra plaisir. Allez-y, lâchez-vous, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.